Bonsoir à tous, Adrien Riaoui, membre du conseil central de la section G, membre du bureau. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour notre première webconférence. Si toutefois parmi vous certains n'ont pas reçu le lien pour y participer, je vous invite à mettre votre profil à jour sur le site directement de l'ordre. C'est très simple. Néanmoins, pour les présents, donc merci beaucoup. Nous allons donc aujourd'hui aborder une thématique importante, le premier bilan de la crise Covid avec les enseignements et les perspectives. Donc parmi nous, nous allons avoir des invités de marque, puisque Karine Wolfsthal, présidente du Conseil national de l'ordre, sera présente. Philippe Piette, président du Conseil central de la section G, sera présent également. Nous aurons Jean-Louis Baudeux, membre du bureau du Conseil central de la section G et doyen de la fac de Paris 5, ainsi que Chahine Benel-Mouloud et Mathieu Kens, qui sont tous deux conseillers section G. Donc, nous allons aborder les thématiques suivantes. D'une part, donc, Philippe Piette vous présentera un bilan moral sur l'année 2020. Après cela, je ferai un petit récapitulatif et j'aborderai les conclusions du sondage organisé par la section, par l'Ordre des pharmaciens en fait en 2020, concernant plus particulièrement la biologie médicale. Dans la foulée, donc, nous aborderons l'actualité avec donc l'actualité des nouveaux variants et des nouvelles recommandations liées à leur apparition, qui seront présentées donc, par Chahine Benel-Mouloud. Mathieu Kens abordera les contraintes et difficultés liées à la gestion de la crise, plus particulièrement au niveau des établissements de soins, avec les tensions en matériel notamment et l'émergence des nouveaux variants. Jean-Louis Baudeux parlera de la formation des pharmaciens sur les thématiques prélèvement et vaccination. Et nous laisserons place à la partie plus interactive concernant les questions-réponses. Donc je vous invite à participer activement. N'hésitez pas à poser des questions. Si toutefois nous sommes pris par le temps et que toutes les questions ne sont pas abordées, posez-les quand même, on essayera d'y répondre soit directement si vous laissez vos coordonnées mail, soit via la foire aux questions de la section G. Mais d'abord, donc je vais donner la parole à Karine Wolfsthal, présidente du CNOP, pour le petit mot concernant les biologistes. Voilà. Karine. Bon. Karine semble avoir disparu, donc je crois que, Adrien, tu vas me passer la parole et Karine nous dira... Donc voilà, Karine reviendra, elle a eu un petit souci technique. En principe, je tiens quand même à préciser qu'elle sera parmi nous jusqu'à 19h, peut-être un petit peu avant, parce qu'elle doit se rendre en garde, me semble-t-il. Donc je voulais déjà l'excuser en cas de départ prématuré. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi précoce. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Donc, Philippe, je te laisse pour le bilan moral. Alors, tout d'abord, mes chers confrères, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre implication dans la gestion de cette crise. Vous avez été durement éprouvés, nous avons tous été durement éprouvés par, sur le plan national, tous nos concitoyens l'ont été. Mais nous, biologistes, nous avons été au front. Nous avons été dans l'adaptation permanente et dans la situation de gestion du front. Et en plus, pour répondre à la problématique de santé publique qui nous a été posée, quelquefois d'une manière pas toujours très adaptée, parce que on était dans l'innovation, dans l'improvisation, et donc il a fallu qu'il y ait un échange avec les autorités pour bien faire comprendre les réalités du métier, faire comprendre les problèmes qui étaient inhérents à notre organisation, et arriver à produire
je crois quand même assez brillamment, parce que en si peu de temps, nous avons pu répondre à la demande qui était de tester et qui a été testée, mise en avant d'ailleurs d'une manière assez inhabituelle par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que la plupart des pays, nous avons décidé de tester d'une manière extrêmement large. Pas tous les pays l'ont fait. Nous avons réussi. En Europe, nous avons été leaders en la matière. Sur le plan des PCR, hein, nous avons été leaders au début, ça a été un peu long à se mettre en place, c'était une question d'organisation. Nous y avons répondu. Nous avons répondu à cela. Nous avons répondu également à la continuité de notre organisation de routine avec nos patients qui venaient tous les jours dans nos laboratoires et qu'il fallait prendre en charge et qu'il fallait continuer à soigner. Donc, je tiens à vous en remercier. Je crois que nous n'avons pas à rougir, même si ça n'a pas été toujours simple, même s'il y a eu des éléments qui n'étaient pas forcément parfaits. Mais en tous les cas, merci à vous pour cela. Comme vous, hein, dans nos labos, mais au niveau de l'ordre, nous aussi, nous avons été, mais là, pas tout à fait en première ligne, moins en première ligne, mais enfin quand même, ça a été très difficile aussi en termes d'organisation, parce que l'ordre avait l'obligation de continuer ses missions. C'est ce que nous sommes attachés à faire avec un plan de continuité d'activité, avec l'ensemble des missions que vous connaissez. Je vous envoie tous les ans une petite plaquette sur laquelle et que j'espère que vous lisez, parce que il est important que vous connaissiez toutes les missions de l'ordre. L'ordre exerce dans un cadre de délégation d'autorité publique, et donc à partir de là, il a des missions qui sont à remplir il a un cadre et il essaye de s'y conformer en permanence pour rendre ce service qui est demandé. Donc, nous aussi, nous avons travaillé dur. De nombreux échanges et réunions avec les autorités sanitaires nationales et régionales, dont les cellules de crise Covid, nationales, régionales, la mission Castex, visant tout cela à élaborer une méthodologie adaptée à la situation. Nous avons plus été dans l'ajustement dans nos interventions que dans la proposition de stratégie à proprement parler. Je pense que tous les intervenants de la profession qui ont travaillé avec les autorités ont eu ce sentiment, le même que le mien, d'être dans... il y avait des volontés exprimées et derrière, il fallait les mettre en œuvre et faire remonter les réalités de terrain. Ce que nous avons essayé de faire, par exemple, la priorisation, c'était un élément essentiel. Même si la politique de test est quelque chose qui était important sur le plan de la lutte contre la Covid, on ne pouvait absolument pas tester 66 millions de personnes tous les jours. Donc, il fallait une organisation stratégique, il fallait une stratégie, vous y avez amplement participé par la priorisation que vous vous êtes appropriée, hein, pour la plupart, et ça a été un élément de réussite, et tout cela grâce aux biologistes qui sont sur les sites de laboratoire, de manière à être dans l'organisation et la pertinence des questions qui se posent tous les jours dans la prise en charge des patients. Donc, vous avez été à la hauteur à ce niveau-là, et nous, on a essayé de vous donner des moyens par l'intermédiaire des éléments que nous faisions remonter au niveau des autorités de tutelle. Nous sommes préoccupés aussi de la sécurité du personnel des laboratoires, parce que les conséquences de cette organisation a été qu'il y avait une pression énorme sur les labos par l'intermédiaire des patients. Il y a eu de multiples agressions. Nous avons travaillé avec l'autorité judiciaire pour que les laboratoires soient protégés, ceux qui en faisaient la demande. Et donc, nous sommes arrivés à apporter quand même un minimum de sécurité au laboratoire d'une manière générale. Il y a eu les drives qui ont été mis en place. Là aussi, ça a demandé des ajustements. Le chômage partiel, hein, qui a été mis en place aussi au niveau des labos, la fermeture des sites qui a été un petit problème parce qu'à cause de ce chômage partiel,
tous ces éléments-là ont été gérés avec les autorités, ainsi que nous avons demandé la validité des ordonnances, que les ordonnances soient prorogées de manière à ce que les patients puissent avoir accès au laboratoire sur leur traitement de fond en permanence, sans être obligés de repasser par les médecins. Et nous avons contribué à la consultation parlementaire sur la Covid-19 et nous avons pour un sujet qui est arrivé récemment sur la vaccination, fait des demandes réitérées sur la vaccination, qui je pense est importante et qui met les biologistes dans leur structure. Leurs structures sont tout à fait adaptées pour vacciner, pour recevoir les patients. Et il est encore étonnant que nous ne soyons pas dans cette stratégie de vaccination que nous demandons sans cesse. Ensuite, en dehors des relations avec les autorités publiques, nous avons également travaillé avec des instances telles que la NSM sur des échanges de retours entre le terrain et la NSM et vice-versa sur les pénuries et problèmes concernant les DMDIV. Nous avons participé aux travaux de l'Académie de pharmacie concernant les tests par l'intermédiaire d'un des membres du conseil, participation aussi à la FIP, Fédération internationale pharmaceutique, qui a un rôle, où la biologie française a un rôle fondamental à jouer pour bien faire comprendre tout ce que nous avons, nous, compris dans les nécessités de prise en charge du patient et ce que nous pouvons apporter par des professionnels compétents de terrain qui répondent aux besoins des patients dans le détail et pour éviter la perte de chance dans ce parcours de soins. En même temps, nous avons travaillé avec la CNBM à la simplification de l'accréditation. Un pas important a été franchi avec cette simplification des lignes de portée. Il en reste beaucoup à faire malgré tout. Ce n'est qu'une première étape et donc c'est une première étape qui va permettre de lancer, j'espère, une dynamique visant à simplifier d'autres aspects tels que des points cruciaux qui restent encore, c'est-à-dire la validation de méthode, qui doit être adaptée à la situation d'une manière générale et qui ne doit pas être d'un formalisme absolu tel qu'elle est encore actuellement. L'étendue des écarts, l'étendue des écarts tel qu'actuellement c'est géré, et la gestion du SMQ également, qui pose quelques problèmes en termes de rigidité. Donc, on espère que tout ça, on va le faire avancer, il est temps de le faire et on y travaille. J'espère que la crise Covid, justement, c'est un des bilans que l'on peut faire, va nous permettre de tirer des enseignements. Et c'est le but, donc ce à quoi un peu l'intérêt de cette réunion, c'est de vous exposer ce qui a été fait, ce qui a été vu, mais également les perspectives et les enseignements. Alors, nous avons pensé qu'il était important, d'ailleurs, en termes d'enseignement, de communiquer vis-à-vis de vous par l'intermédiaire d'une fac et de mailing, c'est-à-dire se retourner vers vous pour vous donner des informations. Ça aussi, ça reste encore ça a été, je pense, assez utilisé, mais ça va être amené à être développé. Nous avons, en termes d'enseignement, nous avons remarqué qu'il y avait des sujets d'exercice illégal de la biologie qui venaient encore, dans ce contexte de crise Covid, encore plus qu'avant. Et donc, nous avons saisi les tribunaux à ce sujet. Nous avons plusieurs actions au niveau des tribunaux. Et là aussi, on va renforcer cette veille concernant cet exercice illégal de la biologie. Et donc, ce qu'on aura pu remarquer dans cette crise, c'est que déjà, nous avons eu un problème de visibilité, d'identification. En termes d'identification, nous avons été sur les masques, vous l'avez vu, nous avons été ignorés, pas connus, pas vus, et il a fallu un moment pour que nous ayons accès aux masques, ainsi que les personnels des laboratoires. Donc, ce problème d'identification doit être creusé. Moi, je veux travailler avec des autres instances de la biologie, l'ordre des médecins et le ministère, de manière à ce que nous soyons enfin reconnus, vus, et que on n'arrive pas à ce genre d'oubli quand il s'agit de dispositions qui étaient très importantes comme les masques. Ça, c'est une chose. Ça nous a permis aussi, cette crise nous a permis d'avoir quand même une visibilité. On n'était pas dans les feux de l'actualité. Là, on peut dire qu'on y a été. Donc, on a été visible à
à bon escient la plupart du temps, éventuellement quelquefois critiqué. Donc cette visibilité, ben, il va falloir la porter d'une manière positive. Nous avions une campagne de communication au sein de l'ordre pour expliquer que pouvaient faire les biologistes dans que pouvaient-ils faire dans le service aux patients et dans le parcours de soins pour l'expliquer aux patients. Donc cette campagne est sur les starting blocks. On attend la période favorable où il n'y a pas trop d'agitement, de confinement, de crise d'épidémie, etc. Donc elle est sur les starting blocks. Il va falloir la lancer, j'espère le plus tôt possible, et que cette crise se termine. Elle a mis en évidence les besoins de compétences sur les sites. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin de la gestion du flux patient. La gestion devait être affinée, on devait avoir une pertinence dans la manière de prendre les patients, de les organiser, etc. Et ça se fait pas avec des procédures, si, en partie, avec des procédures. Les procédures sont toujours, mais les procédures ne sont pas le nec plus ultra. Elles faillissent toujours à un moment donné, et il y a besoin des compétences et des personnels, les professionnels de haut niveau que sont les biologistes sont absolument indispensables, et c'est ce qu'il va falloir bien faire comprendre. Et ce que nous travaillons aussi et nous essayons de faire comprendre aux autorités que les économies, d'ailleurs la crise l'a bien montré, les mesures de restriction, d'optimisation éventuellement, en voulant essayer de faire des économies de bout de chandelle, ça a été les masques, ça a été des choses comme ça, finalement on finit par les payer très fort. Donc il faut se donner la peine de faire les choses comme il faut, et je le dis, je le redis, il faut des professionnels biologistes compétents sur les sites, et la compétence en est un, et la présence aussi. Et ensuite, justement, s'il faut en qualité, il les faut en quantité. Il y a un sujet qui est fondamental, c'est qu'il faut augmenter considérablement le nombre des biologistes en recrutement au niveau de l'internat. Nous allons arriver à un moment où nous n'aurons plus assez de biologistes pour remplir nos missions. Et ça, c'est aussi un cri de l'ordre, et ça a été encore plus évident étant donné qu'on a eu des besoins de biologistes pendant la crise. On a eu des difficultés, donc il va falloir encore... Ensuite, il y a la collaboration avec les professionnels de santé. Cette crise nous a mis en évidence une collaboration nécessaire avec l'ensemble du système de santé. Donc, je vous encourage à rentrer dans toutes les structures de soins coordonnés, quels qu'ils soient, au niveau local, etc. Et quelles qu'elles soient, il faut vraiment sortir des labos, communiquer avec toutes les structures, tous nos confrères, tous nos collègues professionnels de santé. Donc ensuite, le dernier point, c'est nous avons développé des techniques, nous avons montré notre compétence à développer des techniques, en particulier sans pour autant passer par une forme d'accréditation, quelle qu'elle soit, de la manière de ce que nous avons mis. Nous avons montré notre savoir-faire. Alors peut-être que ce savoir-faire est la conséquence de l'accréditation, nous a permis aussi d'affiner nos procédures et d'être finalement, heureusement, l'accréditation a du bon. Mais en tous les cas, d'une manière moins formelle, moins rigide, on a utilisé l'intérêt de la rigueur qu'apportait l'accréditation c'est-à-dire sans les inconvénients. Et finalement, on est arrivé à faire quelque chose qui était tout à fait performant. Donc, je crois qu'il faudra s'en servir de modèle, et là aussi, ça fait partie des perspectives qui sont à considérer. Dans un dernier point, donc, il y a... je crois que toute cette analyse a été faite à travers le sondage, qui a été en partie, donc une partie du sondage a mis en évidence, organisé par l'Ordre des pharmaciens, dont on fait partie avec notre collaboration, mais qui était dirigé vers tous les pharmaciens, malgré tout, et il a mis en évidence donc un certain nombre de points qui ont été relevés par le biologiste et qui méritent que l'on s'y attache. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'on va refaire un sondage plus spécifique au bio en posant des tas de questions qui nous intéressent. D'ailleurs,
vous avez la possibilité de poser des questions par l'intermédiaire du chat, etc. Certaines questions pourront faire l'objet d'une espèce d'interrogation dans le sondage, hein, pour déterminer un petit peu quelques éléments. Quelquefois, ça dépend des questions qui sont posées, mais je pense que vous poserez des questions existentielles aussi. Donc, il y a des points qui pourront être repris dans le sondage que nous organiserons. Adrien Riaoui va vous parler des points importants qui ont émergé dans ce sondage. Voilà. Adrien, je te passe la parole. Oui, alors je vais donner la parole à Karine à cause pour reprendre un petit peu le fil logique. Juste une petite parenthèse, on a des questions qui arrivent. Je voudrais insister sur le fait qu'il faudrait, si possible, poser vos questions orientées crise sanitaire et Covid. Toutes les autres questions, bien sûr, sont importantes et intéressantes, mais certaines seront peut-être traitées soit dans d'autres webconférences, soit directement sur la FAQ du site de l'Ordre ou en direct. Voilà, donc je donne la parole à Karine pour le mot de la présidente. Merci beaucoup. Merci de m'inviter à votre webconférence. J'ai malheureusement, effectivement, pour quelques difficultés techniques, raté l'introduction, donc j'espère que je ne me répéterai pas, mais je voulais surtout, avant tout, vous remercier chaleureusement de votre action pendant cette crise inédite, hein, bien sûr, et souligner la façon dont vous vous êtes mobilisés dès le début dans les problématiques notamment de dépistage. Donc, saluer votre investissement fort. Vous avez fait preuve de cette grande mobilisation, d'anticipation aussi, de proactivité, d'une vigilance accrue pour assurer, en plus de cette fonction de dépistage, la continuité des soins, au-delà de tout, pour le parcours de soins des patients. Donc, merci d'avoir tenu bon. Ça a été difficile et je crains que ça dure encore un petit peu. Donc, on est là, bien évidemment, pour vous soutenir dans ces moments-là. Comme Philippe l'a dit, hein, vous avez été clairement identifiés, j'allais dire peut-être enfin, comme des professionnels de santé qui ont toute leur place dans le parcours du patient. Le nombre de tests PCR que vous avez réalisé, il est juste incroyable, hein, et inédit. Donc, vous êtes devenus les référents en matière de dépistage et de prévention. Vous savez qu'on a fait passer ce message-là, hein, y compris d'ailleurs auprès des officinaux, quand les tests antigéniques sont apparus, qu'en aucun cas il ne remplaçait bien évidemment le test RT-PCR et la place du biologiste dans le dépistage. Ces orientations sont très claires. Voilà, donc Philippe a déjà effectivement annoncé beaucoup de projets que l'Ordre a soutenus pendant cette période et ceux qui sont à venir. Donc sachez que je suis aux côtés de Philippe pour promouvoir toutes ces actions auprès des autorités autant que de besoin. Et effectivement, j'espère que votre profession doit significativement être visible effectivement des patients, mais aussi des pouvoirs publics, afin que les messages que nous portions portent leurs fruits et voient leur apparition notamment dans des vecteurs législatifs comme la vaccination, hein, très clairement. C'est un projet qu'on porte depuis maintenant de nombreuses années, en même temps que pour les officinaux. Les biologistes, on a réclamé en même temps la vaccination pour les biologistes. L'accès aux dossiers pharmaceutiques, enfin voilà, je vais pas égrener les projets, mais ils sont nombreux. Et voilà, donc je suis contente d'être à vos côtés, aux côtés de Philippe, pour porter tous ces projets. Je reste avec vous le plus possible, mais comme vous, j'exerce et il faudra que je vous quitte impérativement à 19h pour prendre ma garde. Voilà, donc permettez-moi de m'absenter dès 19h, mais je reste avec vous jusque-là autant que de besoin. Merci. Pas de souci, merci. J'avais déjà annoncé l'information, mais c'est très bien. Donc je reprends le fil du sondage qui a été réalisé cette année, courant 2020, par la profession
avec, concernant les biologistes, 5 propositions à retenir impérativement. La première est bien évidemment la reconnaissance des pharmaciens biologistes comme des professionnels médicaux. Vous êtes 26, plus de 26% à le signaler. C'est vrai, bon, on va pas épiloguer sur la problématique des masques, c'est tout à fait clair. Le deuxième point concernait la promotion de la participation des biologistes médicaux et privés, publics et privés, dans la communauté professionnelle de territoire, donc tout ce qui est CPTS, donc là pour près de 20%. En troisième point, généraliser la prise en charge par l'assurance maladie d'examens de biologie médicale effectués sans ordonnance, sans prescription médicale, donc dans le cadre d'un exercice coordonné, pourquoi pas, bien évidemment. Prolonger la validité des ordonnances, donc ça a été abordé et c'est quasi acté. Deux autres propositions qui sont faciles à mettre en œuvre sont également plébiscitées. La première, donc augmenter bien évidemment le numerus clausus des biologistes. Les biologistes, on a eu plus de 44% des laboratoires qui ont dû recruter en urgence et en catastrophe pendant cette crise, avec parfois des recrutements par défaut, manque de personnel toujours compétent et notamment de biologistes. Donc c'est très important pour la profession de pouvoir insister sur ce point pour faire évoluer le numerus clausus des biologistes. Et enfin, le dernier point, donc bien évidemment, étendre la possibilité de vaccination aux pharmaciens biologistes. Voilà, les labos disposent d'infrastructures adaptées, d'une bonne gestion des lasseries, d'une capacité de plusieurs salles de prélèvement sur les plus de 5500 points de prélèvement ambulatoire sur le territoire. Donc c'est très important aussi de prendre part à cette grande campagne sans précédent. Voilà donc les 7 principaux points qui ont été retenus. Je vais donner donc la parole à Madame Benelmouloud qui va nous parler de l'actualité des nouveaux variants et de tout l'aspect réglementaire qui s'ensuit. Chahine, c'est à toi. C'est ça, merci Adrien. Donc effectivement, on va faire un petit point sur l'actualité des nouveaux variants et des nouvelles recommandations donc, du ministère de la Santé. Donc il y a 2 nouveaux variants, le variant anglais et le variant sud-africain qui inquiètent donc au plus haut point la communauté internationale. Le variant anglais, il est appelé VOC 2020-12-01 et trouve probablement son origine dans le sud-est de l'Angleterre. Donc ça, c'est selon l'Imperial College de Londres. Alors, il s'est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni. Il a été désormais retrouvé dans une dizaine de pays, des États-Unis en passant par l'Inde jusqu'en Corée du Sud, Danemark, et en France vers la mi-décembre. Un autre variant, alors celui-ci c'est le variant donc sud-africain, donc le 501V2. Lui a été détecté donc pareil dans plusieurs pays du monde et en France depuis donc le mois d'octobre. Par contre, on a très peu de données sur ce variant et le conseil scientifique note l'urgence de mettre en place une surveillance similaire au variant anglais. Ce variant sud-africain pourrait avoir une forte diffusion à La Réunion, aux Comores et à Mayotte, où il est déjà bien présent. Alors, pour ces 2 variants, pour l'instant, les cas sont très probablement sous-estimés. Alors, il y a d'autres variants qui sont décrits, hein. Il y a le variant suisse et le variant au niveau du Brésil, qui sont déjà présents. Alors, ce que l'on sait sur le variant anglais, donc on a des travaux de nos collègues anglais qui confirment la transmissibilité de 50% supérieure par rapport aux autres variants. On sait également qu'il n'y a pas de différence de forme clinique et pas non plus de différence au niveau des groupes d'âge touchés. Alors on sait également qu'il a été retrouvé dans plein de pays, hein, ça je ne vais pas faire la liste, avec plusieurs clusters en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark. Au niveau des tests antigéniques, il y a les tests qui ciblent la protéine N
Donc là, la sensibilité demeure conservée, enfin, elle semble en tout cas conservée. En revanche, les tests antigéniques qui ciblent la protéine S, par contre, cela, il est déconseillé donc de les utiliser. Alors en France, la prévalence est de 1,4% pour le variant britannique. Par contre, la valeur prédictive positive de cette technique, c'est-à-dire la capacité à repérer correctement ce variant, elle est médiocre. Elle est estimée à 38%. Ça, c'est selon les données du 12 janvier et selon les données du CNR. Alors, une première enquête flash a été faite donc le 7 et le 8 janvier dernier. Les conclusions ont été cohérentes avec ce qu'on observe dans les autres pays, c'est-à-dire que le variant anglais est vraiment bel et bien présent et qu'il circule de façon assez spectaculaire. Une autre enquête flash a été réalisée hier, le 27 janvier, et là on aura des données un peu plus affinées concernant la prévalence en France. Alors, qu'est-ce qu'on sait des éléments sur la stratégie d'identification de ces nouveaux variants? Donc, la stratégie aujourd'hui, elle repose sur la surveillance de l'ensemble des variants, donc pas uniquement de ces deux variants, et c'est fait en fait plutôt pour adopter des mesures de gestion et de tracing adaptées. Les principaux enjeux, donc, c'est repérer les variants et adopter les mesures de tracing donc les plus adaptées, et s'assurer également que les laboratoires et les plateformes de séquençage soient mobilisés et puissent rendre donc des résultats dans des délais corrects. Troisième enjeu, et qui est vraiment important, c'est de ne pas se focaliser donc sur uniquement ces deux variants, et d'être en capacité d'en détecter et de repérer les nouveaux. Alors, la recherche du variant anglais reposait il y a quelques jours, parce que ça avance très très vite, comme tout le monde a pu le constater. Donc, on avait deux approches. Dans un premier temps, on avait une PCR qui était effectuée donc par des PCR classiques, qui étaient donc les positifs étaient envoyés directement sur la plateforme Thermo Fisher, qui donnait donc des discordants et qui étaient directement ensuite envoyés pour confirmation par séquençage. Donc ça, c'était valable encore il y a quelques jours. On a reçu la DGS urgent donc du 23 janvier, donc c'était ce week-end, et la stratégie donc de freinage et de propagation de ces variants a été totalement modifiée, où il a été donc indiqué que des kits PCR spécifiques devaient être donc utilisés donc à partir du 23 janvier sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelait des plateformes de criblage. Alors au départ, on avait donc Eurofins qui avait sa première PCR et qui l'a commercialisée. Et jusqu'à hier, on a eu deux autres kits qui ont été validés par la NSM, qui sont donc les kits ABL et ID Solutions, donc qui sont validés par la NSM pour le criblage. Et d'autres suivront, donc il faudra regarder sur le site covid19santé.gouv. Alors, en pratique, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les laboratoires de biologie médicale doivent conserver les prélèvements qui ont été réalisés et qui sont positifs, afin de permettre de les passer sur une seconde plateforme, en tout cas une seconde PCR qu'on appelle de criblage, et qui sont justement pour avoir un ciblage de ces variants. Alors pas uniquement donc le variant anglais, c'est pour ça qu'on passe à d'autres kits. Pareil, il faudra saisir donc dans CIDEP tous ces résultats selon un mode opératoire qui nous a été déjà transmis. Alors, deux petits points essentiels, c'est que le séquençage ne sera pas forcément fait de façon automatique, c'est ce qui a été rapporté très récemment. Et petit point aussi que je voulais mentionner, c'était que tous les laboratoires hospitaliers et privés ont rapporté l'épuisement donc des équipes face à ce flux donc d'informations totalement contradictoires. Alors, en conclusion, je dirais que selon donc, Santé publique France, il est recommandé de ne pas se focaliser donc, uniquement sur ce variant britannique qui a fait la nuit partout, mais il est essentiel donc d'investir sans délai
sur une surveillance génomique beaucoup plus large. Et cette stratégie est en cours de construction. Et en réalité, cette stratégie aujourd'hui, c'est la généralisation du passage au crible. Voilà. Adrien, je peux te repasser la parole. Eh bien, je vais donner la parole donc à Mathieu qui va nous parler de son expérience et des difficultés rencontrées à l'hôpital, dans les centres hospitaliers. Je te laisse la parole, Mathieu. Merci Adrien. Rapidement, moi je vais vous brosser le tableau de la mise en place de ces techniques au niveau des centres hospitaliers. Donc le début du périple a commencé en février avec une urgence réelle de mettre en place ces techniques de RT-PCR pour tout simplement identifier les personnes qui étaient positives et structurer les chaînes de soins. Alors tout le monde s'en rappelle, au début on avait la mise en place de ces RT-PCR qui étaient sur des indications extrêmement strictes avec des patients qui étaient symptomatiques avec des critères de gravité, des comorbidités. Puis les recommandations ont changé, ont évolué quotidiennement. Donc on a pu mettre en place, et l'ensemble des centres hospitaliers a pu petit à petit mettre en place des RT-PCR. Les problèmes ont été les mêmes que pour les laboratoires bien sûr privés, un petit peu en amont, puisque il a fallu du coup commander du matériel, thermocycleurs et extracteurs. Peu de centres hospitaliers étaient équipés. Commander bien sûr les réactifs, les kits de RT-PCR, les kits d'extraction, l'ensemble des consommables, les cônes, bien sûr commander les EPI. On connaît les tensions qu'il y a eu sur ce type d'approvisionnement. Et puis bien sûr les écouvillons et les milieux de transport qui devenaient des denrées extrêmement rares. En synthèse, c'est la mise en place tout simplement d'une technique et de son fonctionnement dans une pénurie mondiale. Et tout le monde a commandé et tout a manqué à un moment de façon totalement découplée. Et cette pénurie, elle a perduré pratiquement jusqu'en septembre, puisqu'il y avait des grosses tensions au niveau des consommables il y a peu de temps. Au final, ce qui a été extrêmement important, c'est le choix du matériel, le besoin d'avoir rapidement des avis des sociétés savantes ou des centres de référence afin d'orienter les choix des biologistes, bien sûr. Le besoin d'une forte réactivité au niveau des centres hospitaliers, que ce soit des CH et des CHU, entre les biologistes et la direction pour pouvoir prendre des positions et pour pouvoir passer des commandes et arrêter des achats, que ce soit en matériel ou en kit, et ne pas, comme l'habitude était, de faire traîner pendant plusieurs semaines, en fait, voire plusieurs mois des décisions. Mettre en place une activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de façon extrêmement rapide. Et bien sûr, gérer cette pénurie. Sur ce point-là, bien sûr, les perspectives qu'il faut imaginer, c'est prévoir du stock du fait à la fois de l'activité, mais aussi des délais de livraison des fournisseurs qui s'est rallongé en fonction de la tension mondiale, d'anticiper, notamment du fait de la reprise épidémique et de la mise en place du criblage et du séquençage qui va faire appel à des consommables qui sont communs avec les RT-PCR de dépistage. Potentiellement, se poser la question de choisir des systèmes qui peuvent être ouverts afin de s'adapter et de choisir librement ses fournisseurs et de switcher en fonction des pénuries. Certains laboratoires ont doublé leur technique, voire triplé leur technique pour assurer une continuité. Et puis, rapidement, se poser des questions et prendre position pour répondre aux besoins sur du criblage ou du séquençage. Le biologiste et sa place au sein de cette crise, donc de par ses compétences, il a eu une place assez centrale. Comme les biologistes, bien sûr, qui exercent dans les laboratoires privés, de conseil auprès des patients, de participation au contact tracing, d'interprétation des PCA, bien sûr. En hospitalier, on a eu très rapidement un travail aussi sur d'autres matrices, les prélèvements d'histones protégés, les LBA, du fait des patients qui étaient en réanimation. Bien sûr, la participation aux cellules de crise dans le cadre du plan afin de structurer, alors le plan SSN, c'est le nouveau nom du plan blanc, mais afin de structurer l'ensemble de l'hôpital. L'avis et les gestions sur les dépistages de masse, l'avis et la structuration des filières intra-CH et inter-CH, la mise en place d'une stratégie de dépistage à la fois sur les filières urgentes avec une réponse courte et rapide pour les filières de soins et notamment les filières de soins critiques afin de faire du cohorting de patients infectés, mettre en place cette filière de routine qui était moins urgente avec le dépistage mais avec un rendu de résultat inférieur à 24 heures. Le partenariat bien sûr avec l'ensemble des partenaires du territoire, les laboratoires privés, la coordination au sein des GHT, la coordination avec le CHU support. Et puis une autre activité qui est apparue, c'est débunker les fake news,
puisque clairement, nous avons vu plusieurs modes arriver. Alors, la mode DCT, la mode DTROT, qui soit sérologique ou antigénique, avec bien sûr la limitation de ces tests. Alors, la limitation pas en volume, hein, mais la limitation en intérêt médical. Les contrôles itératifs des PCR, qu'il a fallu, en cas de pénurie, en évaluer la pertinence, et puis bien mettre en place les sérologies. Plus largement, le biologiste a pris sa place dans la chaîne de soins au sein des CH. Les perspectives dessus, c'est bien sûr asseoir et conforter la place du biologiste dans son rôle d'interprétation, que ce soit dans cette crise, mais bien sûr en dehors. Asseoir la place du biologiste dans les filières de soins. Structurer ces filières de dépistage afin d'optimiser les flux d'amont et d'aval dans les centres hospitaliers, afin de faciliter la prise en charge de volumes importants de patients, et puis intégrer les besoins en criblage et en séquençage qu'il va falloir mettre en place. Et puis, comme vous l'a dit Chahine juste avant, bien suivre et anticiper la place des variants dans cette nouvelle dynamique d'épidémie. Voilà pour ma part, Adrien. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais donner la parole donc à Jean-Louis Baudeux pour la partie formation. Jean-Louis. Merci. Point effectivement qui va toucher les étudiants, les internes qui ont pu être sollicités. D'abord, je suis biologiste médical, donc dans le laboratoire dans lequel j'exerce, nous avons eu les mêmes difficultés et les mêmes étapes que vous avez pu subir. Si j'interviens là, c'est parce que effectivement, en tant que doyen, nous avons été sollicités très tôt pour mettre à contribution d'abord les internes de biologie médicale qui étaient dans les services, pour uniquement les services de microbiologie, mais tous les services, pour qu'ils se mettent à disposition, notamment pour des plateformes de prélèvement, en particulier au niveau des CHU. Et puis, de façon plus générale, les étudiants en pharmacie qui se sont également mobilisés et auxquels je voudrais rendre un certain hommage parce que franchement, oui, ils vont mal en ce moment. C'était un peu moins vrai au tout début, c'est-à-dire en mars, avril, mai, juin 2020. Là, en ce moment, ils vont très mal pour des raisons d'isolement, de confinement que tous les médias reprennent aujourd'hui. Et pourtant, ils ont participé. Ils n'ont pas rechigné à se former au prélèvement nasopharyngé. Ils commencent maintenant à se former à la vaccination. Alors bien sûr, c'est inclus dans le cursus universitaire, mais maintenant, de façon systématique, ils vont être préparés pour participer à la vaccination contre le SARS-CoV-2, et ça, c'est une très bonne chose. Ils sont bien sûr monopolisés dans toutes les situations de prise en charge des patients, type plateforme Covidome, plateforme Covisan. Et donc, ils constituent pour notre profession une force qu'il ne faut pas négliger et qui doit être mise à votre disposition, biologistes médicaux, des laboratoires, comme d'ailleurs ils ont été mis à disposition des officines, notamment pour apporter une expertise dans le domaine du prélèvement nasopharyngé. Et franchement, ils l'ont fait avec beaucoup de rigueur et beaucoup de volontarisme. Alors bien sûr, tout ça s'est effectué avec le respect, bien sûr, des consignes de l'Ordre national des pharmaciens. Vous avez vu passer régulièrement les tableaux de mise à jour de la réglementation. Toutes ces directives ont été très utiles parce qu'elles ont permis à chacun de se positionner, y compris les étudiants, les externes et les internes. Et même si la réglementation n'est pas encore suffisamment avancée, en particulier pour le prélèvement nasopharyngé ou la vaccination, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau universitaire, tout est prêt. Tout est prêt pour que le renfort par les étudiants se fasse. Au niveau plus théorique, notre mission au niveau des universités a aussi été de renforcer la formation des étudiants en pharmacie, des futurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont en 5e ou en 6e année, mais également des néo-professionnels, mettre à disposition les compétences universitaires pour une formation sur le SARS-CoV-2, sur le Covid,
formation permanente, formation initiale. Et là aussi, les universités ont répondu présent. Tout ça pour dire que les universités, les universitaires, les étudiants, eh bien, sont aux côtés de l'Ordre national des pharmaciens et puis dans les facultés de médecine des médecins pour participer à l'approche de cette crise sanitaire. C'est donc très satisfaisant. On a parlé, le président Piette a parlé d'une rupture dans la démographie de la profession. Oui, il va falloir former de plus en plus de biologistes médicaux. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail que la section G a pris à bras-le-corps et il est important que toute la profession parle d'une seule voix pour dire qu'il faut former plus de biologistes médicaux, simplement pour conserver le positionnement du biologiste médical dont la présidente Karine Wolf parlait tout à l'heure au sein de la chaîne de soins. C'est particulièrement fondamental. Voilà. Voilà pour ce point sur la formation et les futurs biologistes médicaux. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc on va aborder maintenant la partie questions-réponses. J'ai une première question très intéressante concernant les enseignements et les forces et faiblesses de l'intervention autonome des officinaux dans la biologie avec des tests antigéniques imparfaits et non recommandés en tout venant. Je vais laisser la parole donc à Karine pour pouvoir répondre à cette question. Ouais, merci pour cette question. Hein. C'était une vraie interrogation de l'impact de ces dépistages des tests antigéniques autres que les RT-PCR, hein, et d'ailleurs pas que par les officinaux, hein, puisqu'ils ont été largement répandus, y compris dans des collectivités, etc. Donc, c'était toute la question de mettre en place ces tests antigéniques. Donc, très concrètement, l'ordre n'a pas de données chiffrées qui prouveraient l'impact de ces campagnes de dépistage. Ça revient aux autorités sanitaires, l'ARS ou même Santé publique France de faire cette analyse. En tout état de cause, on peut imaginer que ça sera très difficile de faire un lien de cause à effet entre les courbes de contamination et la réalisation des tests antigéniques. Voilà, il y a bien évidemment d'autres facteurs possibles à la crue ou décrue des chiffres. Donc voilà, en tout cas, c'est à l'heure où on se parle, le lien n'est pas établi ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais compléter, si je permets, Adrien. Moi, c'est compliqué de le dire, en effet, mais sur une question de principe, je tiens à réaffirmer que la biologie médicale, c'est le biologiste médical et le laboratoire. Même si, pour des raisons qui n'étaient pas forcément très pertinentes, on a dit que ces tests n'étaient pas, et les TROD en particulier, n'étaient pas des examens de biologie médicale, à mon avis à tort, parce qu'ils présentent toute une somme de risques dans leur mise en œuvre, dans leur compréhension, dans leur gestion, etc., qui demandent un grand nombre de connaissances. Et ces risques sont toujours là. On a vu qu'il y a eu quelquefois des mésusages qui ont été mis en œuvre. On a vu qu'il y avait des incompréhensions dans ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient ne pas faire. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre que d'autres professionnels, quels qu'ils soient, s'emparent éventuellement parce qu'on leur donne, et les autorités leur donnent, éventuellement cette possibilité de le faire, mais il faut rester dans l'esprit qu'il faut que ça serve la santé publique et que ce soit un gain par rapport à une situation qui est la situation standard, par rapport aux laboratoires d'analyse qui sont les références en termes de maîtrise du risque et du risque et de la qualité de ce qui est rendu comme résultat et de l'accompagnement patient, etc. Donc, moi, je n'ai rien contre dans la mesure où c'est prouvé, que c'est évident qu'il y a un gain pour la santé publique. Mais je voudrais être sûr que c'est tout le temps le cas et que ça sera toujours mis en œuvre de cette manière-là, parce qu'il y a un risque majeur d'une trivialisation de la biologie, avec en se disant que chacun peut finalement rendre un résultat, et puis un résultat, c'est pas compliqué, c'est un chiffre, c'est oui, c'est non, c'est etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, on l'a vu
hein, vu que les tests antigéniques avaient une fiabilité qui pouvait souvent être autour de ne pas dépister un patient sur 3 qui était porteur du virus, et que donc finalement l'intérêt était populationnel au lieu d'être individuel. Et l'intérêt, c'était de sortir le plus possible de gens du circuit en étant positifs, ça c'était l'intérêt. L'inconvénient, c'est qu'à titre individuel, les gens, lorsqu'ils allaient se faire dépister, ils prenaient leurs résultats comme le Graal, en particulier lorsqu'il était marqué négatif. Et il était très compliqué d'expliquer que la biologie, n'était pas manichéen, qu'un test positif avait un intérêt qui n'était pas du tout de la même valeur en termes d'informativité qu'un test négatif. Et ça, c'est relève des biologistes qui l'expliquent. Et moi, quand il y a un nombre de patients qui venaient dans mon laboratoire où ils demandaient un test antigénique, ou même lorsqu'ils demandaient des sérologies, d'ailleurs, on a eu le même problème avec les sérologies, je leur disais, et après, vous allez en faire quoi? Et alors, je leur disais, ils me disaient, ben, je ne sais pas, ou ils me disaient, voilà, et je leur disais, ben oui, mais là, vous ne pouvez pas, etc. Et finalement, la conclusion, c'était, ben, finalement, ça ne sert à rien que je le fasse alors. J'aurais dit si, oui, s'il est positif. Sinon, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que ce n'est pas à titre individuel, c'est populationnel. Ce sont des choses qu'il faut expliquer, ça demande des compétences, ça demande, voilà. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, dans la mesure où il y a quelque chose qui est prouvé à un médecin. Voilà. Merci Philippe. Une question d'un pharmacien biologiste exerçant en clinique. Je suis obligé je suis sollicité pardon, pour vacciner le personnel au sein de la clinique. Suis-je autorisé à le faire après formation par un médecin? Peut-être pour Jean-Louis? On parle de la vaccination Covid, là. Pour la vaccination, oui. Oui. D'accord. La formation à la vaccination, de façon générale, si elle a été effectuée ou en milieu universitaire ou dans un autre contexte, qu'il s'agisse d'une vaccination antigrippale ou d'une vaccination anti-Covid, le geste est similaire. Par contre, autant la vaccination antigrippale est autorisée, autant pour l'instant, mais Karine Wolf me confirmera, pour l'instant, les pharmaciens n'ont pas accès à la vaccination anti-Covid. Merci Philippe. Je peux effectivement... merci Jean-Louis. Karine. Je ne sais pas, voilà, juste pour compléter, effectivement, dans la loi, aujourd'hui, seuls les pharmaciens d'officine sont autorisés à vacciner contre la grippe. Mais j'allais dire, comme c'est déjà dans la loi, il suffirait d'un arrêté pour modifier les pathologies ou les vaccins qu'un officinal peut administrer. En revanche, pour les autres pharmaciens, qu'ils soient hospitaliers ou biologistes, il faut un vecteur législatif pour ouvrir cette possibilité. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire en ce moment même au travers de la loi dite loi Ségur ou PPL RIS, qui est le seul vecteur législatif actuel, puisque dans tous les autres vecteurs législatifs qui sont passés ces dernières années, nous n'avons pas réussi à faire passer cette modification dans la loi. Merci Karine. J'ai une question peut-être pour Chahine. Est-ce que je dois rendre les résultats positifs d'un patient atteint... Pardon, Jean-Louis. Jean-Louis, je t'écoute. Je crois que Jean-Louis est coupé. Bon, Chahine, j'ai une question potentiellement, on reviendra là-dessus. J'ai une question pour Chahine. Est-ce que je dois rendre le résultat positif d'un patient atteint par l'un des variants? Très bonne question. Je pense qu'on rencontre tous des difficultés à ce niveau-là. Alors, si on prend le point de vue réglementaire, je pense que le patient doit avoir son résultat. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Après, comme la recherche de variants se fait sur une seconde PCR, donc le patient a une première PCR déjà qui rend un résultat positif ou négatif. Donc, bon, on n'a pas plus d'éléments mis à part le côté législatif. Et dans tous les cas, la seconde PCR où on rend le variant, on n'est pas tenu de rendre ça en 24 heures. Merci. Une question d'un biologiste. Est-ce qu'une officine est tenue d'effectuer un test antigénique si le patient a tous les symptômes du SARS-CoV-2? Donc pour Jean-Louis peut-être.
il est toujours pas là. On va passer à une autre question, je reviendrai dessus. Non, mais je peux tenter de répondre. Oui, Karine. Par une officine. Ah, je suis toujours pas là? Si, maintenant c'est bon. Oui, Karine. Je suis là. Jean-Louis? Il est là, il est là, Jean-Louis. Alors, Karine, puisque tu voulais y aller, vas-y. Oui. Non, en fait, il n'est pas tenu, c'est surtout le choix du patient. Alors évidemment, ce que propose le pharmacien, c'est d'abord lui expliquer la différence entre un test antigénique et un test RT-PCR. Si le patient choisit ou n'a pas accès à un test RT-PCR, alors le pharmacien peut faire un test antigénique. Si le résultat est positif, il l'envoie chez son médecin traitant qui peut lui prescrire derrière un RT-PCR. Et surtout, si c'est une personne à risque de forme grave, il est de toute façon conseillé effectivement d'aller vers le médecin traitant, et c'est le médecin traitant qui choisira de prescrire un RT-PCR. Merci. J'ai une autre question dans la foulée qui est assez proche. Quelle est la validité des tests salivaires déployés depuis quelque temps en officine? Alors, Karine, il n'y a peut-être? pas, oui, je voudrais rectifier peut-être tout de suite, il n'y a pas Ouais. de test salivaire en officine. Ça, c'est, je D'accord. suis catégorique là-dessus. Le seul cas où un test salivaire est possible, et c'est seulement au laboratoire de biologie médicale, c'est quand le prélèvement nasopharyngé est contre-indiqué. Et du coup, derrière, c'est voilà, la technique EasyCoV, je crois, mais peut-être que Mathieu pourra aussi compléter. J'avais la même info. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est clair? Mathieu? On n'entend pas. Pardon, j'avais Bon, coupé je mon micro. Le rationnel en fait de l'utilisation en seconde intention du test salivaire, c'est une sensibilité qui est moindre en fait que le rhinopharyngé. Donc on le fait uniquement sur une impossibilité de prélever au niveau du rhinopharynx, et on aurait une sensibilité qui serait à peu près égale à celle de l'oropharynx lorsque c'est fait convenablement, c'est-à-dire 70% à peu près. Pour les PCR exclusivement. Pour les PCR exclusivement, oui. On est bien d'accord. J'ai une question d'un biologiste. Les médecins ne rencontrent aucune difficulté particulière pour se faire vacciner. Par contre, lorsqu'on est biologiste, c'est une autre paire de manches. Pourquoi ne pas négocier un circuit spécifique pour nous? Soit on ne peut pas se faire vacciner par impossibilité de prendre rendez-vous, soit les délais sont très très longs, plus d'un mois. Philippe, peut-être? Répondre, oui. Donc, en fait, il n'y a pas de favoritisme pour aucune profession, même pour les médecins. Et donc, on ne va pas demander du favoritisme pour les biologistes. Hein. Déjà qu'on a du mal à être connus et reconnus. Donc, n'attendons pas de favoritisme là où il y en a peu pour personne. Donc, les médecins n'ont pas plus de capacité à se faire vacciner que nous, c'est clair. Et donc, mon expérience personnelle, c'est que je me suis fait vacciner. Et j'étais à la queue comme tout le monde, comme les médecins, comme les infirmiers, comme tous ceux qui sont professionnels de santé de plus de 50 ans. Et donc voilà, donc je pense pas que ça relève d'une situation générale, même si peut-être, apparemment, la personne qui pose la question l'a vécu, mais dans un contexte sans doute extrêmement particulier. Merci Pour Philippe. compléter la Oui, réponse, Jean-Louis, vas-y. Plusieurs d'entre nous se sont manifestés auprès de l'ARS, en particulier moi au niveau de l'ARS Île-de-France, et il a été clairement dit qu'effectivement il n'y avait pas de distinction entre les professionnels de santé médicaux et que tous les pharmaciens ou biologistes avaient accès au même centre de vaccination que les médecins. Et en pratique, j'ai pas noté, j'ai pas eu vent de cas voilà, de discrimination, on va dire. Merci. J'ai une question intéressante. On voit apparaître des demandes de suivi sérologique post-vaccinal. Est-ce qu'il y a des données sur l'intérêt de cela?
pour moi, non. La personne qui pose la Alors, question n'est pas... peut-être répondre, mais moi je peux apporter un complément. Il peut y avoir un intérêt chez des personnes extrêmement fragiles, greffées ou autres, sur lesquelles on n'est pas sûr qu'il y ait une réponse. Et donc, on les vaccine, mais d'un autre côté, on n'est pas sûr qu'ils peuvent rejoindre le risque lambda des vaccinés. Ça demande des précautions supplémentaires parce que ce sont des gens qui sont souvent amenés à être dans une exposition et des soins, etc. Et on aimerait bien être quand même rassuré sur leur évolution sérologique pour avoir une protection et qu'ils ne soient pas soumis au risque permanent comme ils le sont actuellement. Un risque qui est majeur en les concernant. Chahine, qu'est-ce que tu en penses? Tu as eu des éléments? Alors, moi, j'ai pas entendu au départ la question formulée par Adrien. Alors, alors, la question était très simple. On voit apparaître des demandes de suivi sérologique post-vaccinal. Est-ce qu'il y a des données sur l'intérêt de cela? Je rejoins Philippe sur les personnes fragiles, mais pour l'instant, c'est pas très clair. Ça dépend en fait un petit peu de la sérologie, mais c'est trop prématuré pour donner une réponse là. Pour si vous voulez bien, on ne le voit pas. Ouais, si vous voulez bien, ce serait intéressant de répondre ultérieurement, oui. Alors moi, j'ai par contre un premier retour concernant ces tests vaccinaux, enfin de sérologie post-vaccinaux. Il faut faire attention parce qu'en fait, il faut choisir des tests sérologiques qui vont détecter les anticorps dirigés contre la protéine spike, ce qui n'est pas le cas sur tous les tests antigéniques, des tests sérologiques, pardon. Donc, on a des nouveaux tests en fait qui commencent à émerger. Alors, Roche notamment, pour ne pas les citer, qui propose un nouveau test justement qu'ils sont en train de valider pour le contrôle de statut post-vaccinal. Voilà, donc c'est encore, je pense, assez prématuré d'en parler effectivement. Ça va venir, l'intérêt. On verra ce que décident les pouvoirs publics. On ne peut pas exclure des certificats de vaccination avec des informations de ce type. On ne sait pas trop, c'est, je pense, un peu trop précoce d'en parler. Je reviens juste sur une autre question. Est-ce que les laboratoires doivent signaler les faux positifs antigéniques à l'ANSM ou est-ce que c'est les officinaux ayant fait l'antigène qui doivent... Alors moi j'ai ma petite réponse, je vais me permettre je pense que c'est Santé publique France et les ARS qui font les suivis et qui voient quand il y a des grosses discordances qui signalent des alertes de réactovigilance et on a vu apparaître un certain nombre de retraits de l'eau. Maintenant je ne suis pas persuadé que ce soit la mission des officinaux de signaler des alertes de réactovigilance. Je ne sais pas, Karine, qu'est-ce que tu... Karine est partie, elle vient de... Elle est partie, bon. Je pense que les officinaux ont un rôle à jouer aussi dans la mesure où ils utilisent les réactifs, ils ont une obligation de répondre à la réactovigilance. Comme ils le font d'ailleurs pour la pharmacovigilance. Et donc, voilà, de ce côté-là, ils ont une certaine obligation de le faire. Ils ont potentiellement une obligation de le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas forcément la possibilité de dépister les faux positifs. Donc, je pense que c'est plutôt la veille sanitaire qui réagit. C'est sûr que pour qu'ils s'en rendent compte, ça devient compliqué pour eux. Mais en tous les cas, c'est donc le système SIDEP qui éventuellement peut le relever. Voilà. Est-il que normalement, ils sont soumis comme tout utilisateur, à une réactovigilance de la même manière que tout le monde. Alors apparemment, j'ai une intervention d'une biologiste qui nous dit
que ce matin, en réunion ARS Île-de-France, on avait demandé aux biologistes de ne pas rendre aux patients les résultats de criblage et qu'il fallait les rendre qu'à la CNAM. Je pense que c'est pareil, une situation régionale, Île-de-France, mais je ne vois pas en quoi il faudrait ne pas le faire. C'est la loi, il y a un acte de l'ouverture. Il y a un DGS Donc, a priori, urgence qui respécifie particulièrement bien les choses et je crois qu'il faut s'y référer. Et de ce côté-là, il est évident qu'il faut rendre les résultats et c'est pas que la CNAM. Moi, j'ai rien de national à ce sujet. Alors, je reprends les questions. J'avais une question concernant donc une personne qui disait, alors je reprends, excusez-moi, je suis biologiste TNS et lors de mon atteinte du Covid en mars 2020, la Sécurité sociale a refusé de payer mon indemnité journalière. Bon, J'ai été indemnisé en complément. Oui, Philippe. Je vais répondre. C'est important d'ailleurs, je suis content que cette question soit posée parce que, et d'ailleurs c'est le but de ces réunions que nous allons mettre en place, c'est de bien comprendre le rôle de l'ordre et de savoir ce que il peut et ne peut pas faire. Il peut faire un certain nombre de choses importantes, mais il ne peut pas tout faire. Et il faut savoir que tout ce qui est d'ordre financier ne relève pas de l'ordre. Donc, la question posée par le biologiste en question ne relève pas des compétences et des sujets et des missions de l'ordre. Donc, c'est important parce que je crois que nos collègues ne connaissent pas toujours les rôles de l'ordre, bien que sur la petite plaquette que j'envoie chaque année et que vous venez de recevoir, j'indique bien les missions. Il faut comprendre que ce qu'on peut faire et ne pas faire à travers l'unité. Voilà. Une autre question peut-être pour Jean-Louis. Je suis pharmacien biologiste en retraite depuis le 1er janvier. Je viens d'avoir 66 ans. Je n'ai pas eu la Covid. Je suis pharmacien biologiste en retraite. Puis-je être vacciné en tant que professionnel de santé dès maintenant afin de pouvoir aider à vacciner dans un centre de vaccination? Si oui, comment procéder? Et ça dépend. Si c'est réellement un professionnel de santé en retraite, il appartient au service civil, on va dire, et il ne peut pas faire valoir qu'il est professionnel de santé, sauf si il s'est mis à disposition d'une structure et qu'il participe à l'activité sanitaire durant la crise. Ok. Mais voilà, dans nos nations, en tout cas ceux que je connais, sont... D'accord. Merci, je pense que c'est clair. Là, alors j'ai un biologiste qui me dit: quand traiterons-nous de la situation des jeunes biologistes, la plupart sous contrat précaire TNS, qui redoublent d'efforts au cours de cette crise et qui ne voient ni leur statut modifié, ni leur contrat revalorisé malgré les expositions. Il ne s'agit pas que purement et simplement d'un déni. Les conditions de ces jeunes biologistes évoluera-t-elle? Le statut ultra-minoritaire non salarié existait pour avoir une participation en tant qu'associé. Aujourd'hui, tout ça est caduc. Alors, Philippe, je peux répondre, je peux tenter de répondre. C'est un sujet très complexe, préoccupant, hein, qui nous inquiète parce que nous avons le souci du bien-être, entre guillemets, du bien-être professionnel de nos confrères. C'est-à-dire le bien-être, il est multiple, il est fait de plusieurs choses. Donc d'évoluer dans un contexte de sérénité. Et donc, malheureusement, c'est vrai qu'il ressort souvent de ces statuts et du vécu de ces professionnels qui ne sont pas dans une situation sereine en termes d'exercice. Et je pense que c'est complexe, ça fait appel à plusieurs éléments réglementaires, et il faudra
il faudra, c'est quelque chose qui est conjoint avec l'ordre des médecins, de toute manière. Il faut que les deux ordres, et c'est ce que je compte faire, hein, se posent, et j'ai déjà demandé des études sur ce sujet, parce que moi, ça me préoccupe beaucoup. Euh, il y va de la qualité de l'exercice, et c'est ça qui m'importe. C'est la qualité de l'exercice et du bien-être des professionnels. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est complexe. La crise Covid nous a beaucoup enrayé dans nos démarches actuellement, nous a bloqué sur beaucoup de points que nous avions à traiter. Ça en faisait partie. Donc, on va essayer de s'y remettre en espérant qu'on va être un peu tranquille dans les mois qui viennent grâce à la vaccination. Voilà. Ok. J'ai une question peut-être pour Mathieu, un biologiste qui précise que dans sa région, que je ne citerai pas, les CH n'ont pas répondu jusqu'à une période très récente à la réalisation des RT-PCR, jusqu'en octobre, hein, quasiment, octobre-novembre. Pourquoi? Alors, pourquoi? C'est vrai qu'en effet, il y a une situation qui est extrêmement dépendante des CH. Alors, trois explications. Soit les personnes ne voulaient pas forcément mettre en place des techniques, notamment des techniques avec des systèmes ouverts, et penser pouvoir mettre en place des systèmes fermés type GenExpert ou de la Vita PCR ou des choses comme ça. Ils attendaient en fait du facile à mettre en place, qui est arrivé au final assez tardivement, à la fois en réactif et en automate. Après, il y avait peut-être sur certains centres hospitaliers, en fonction de leur taille, un défaut de compétences. Tout le monde n'est pas formé à faire de la biologie moléculaire. Et du coup, certaines difficultés à la mise en place. Et puis après, il y a peut-être certaines directions qui ne voulaient pas investir sur du matériel. En fait, tout dépend si le laboratoire faisait déjà de la biomol ou pas initialement et de leur capacité de la mise en place. Mais c'est vrai que c'est rapporté que certains centres hospitaliers ne l'ont pas mis en place très très rapidement. Ça dépend vraiment des secteurs et des endroits et de la dynamique qu'il y avait dans le laboratoire et même dans le CH. Merci. Une dernière question pour Chahine, qui doit nous quitter dans pas longtemps. Chahine, le problème pour le criblage, c'est que les sites pouvant faire du criblage ne sont pas identifiés, mis à part les laboratoires Biomnis et Cerba. Le CIDEP n'est pas encore prêt. Que faire en attendant? Alors, en fait, ce qui va être réellement mis sur le site internet, c'est pas les sites qui pourront faire du criblage, c'est les kits qui pourront faire du criblage. Donc, pour l'instant, il y a Bionis, donc Eurofins avec leur kit, et il y a deux autres kits qui peuvent être utilisés par d'autres plateformes, pas forcément Cerba en tout cas. D'ailleurs, pour l'instant, ils ont été validés par la MSM hier. Donc en fait, pour l'instant, hein, évidemment, je dis bien pour l'instant parce que ça évolue d'une journée à l'autre. Pour l'instant, il y a une possibilité d'utiliser donc ces kits. Et la liste va s'allonger encore hein, parce qu'il y a plusieurs fournisseurs qui sont en train de présenter leur kit justement pour validation. Donc ça va probablement changer. Donc pour l'instant, c'est pas les sites, c'est vraiment les kits qui sont autorisés. Oui, le CIDEP n'est pas encore prêt en effet. Et pour l'instant, c'est très compliqué pour tout le monde, mais le passage au crible est obligatoire. Là, depuis le 23, c'est le passage au crible. Alors effectivement, il y a Eurofins, mais Eurofins a une capacité assez vertigineuse pour ses tests de criblage. Je vais compléter sur le criblage et le séquençage. Ça met, bien sûr, l'intention, comme tout ce qui a été mis en œuvre, à chaque fois, l'idée est lancée. Et puis derrière, il y a toute la mise en œuvre. Et on se retrouve confronté là à des grandes difficultés encore de mise en œuvre, ne serait-ce que récupérer les positifs sur les appareils. Ça demande, quand vous avez 2000 positifs, 2000 prélèvements par jour, et que vous devez les récupérer, ou même plus, etc., les positifs, ça demande une logistique surajoutée, et il y a des tas d'autres problèmes comme ça, avec la gestion de CIDEP, etc. Donc, on nous demande quelque chose qui... Il
IACA. Et puis en fait, le IACA, il est beaucoup plus compliqué et nous sollicite encore et encore. Et ça devient éprouvant, hein. À chaque fois, il faut s'adapter, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais toujours sur des éléments non prévus, sur lesquels il faut revenir vers les pouvoirs publics. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, en faisant remonter par les ARS et directement au niveau du ministère toutes les problématiques techniques que ça engendre. Je crois qu'on va clore, si tu es d'accord, Adrien. Hein, je crois qu'on a atteint notre horaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette première webconférence. J'espère que vous allez pouvoir nous solliciter pour d'autres thématiques. Par souci de transparence, je pense que c'est important. Donc n'hésitez pas à nous envoyer directement des questions. On essaiera d'y répondre, soit à travers, donc, comme je vous l'ai dit, les foires aux questions, soit en direct. Et peut-être que ça pourrait susciter plutôt d'autres webconférences à l'avenir. Donc merci encore à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous les participants. Adrien, je voudrais dire un mot, oui. Simplement, à la fin. C'est avant que tu dises bonsoir à tout le monde et que tu éteignes la lumière. Simplement que ça, ce n'est qu'un début dans un but de dialogue avec nos confrères, de faire comprendre ce que peut l'ordre et donc d'avoir une interaction. On ne peut pas le faire physiquement, donc on essaye avec les outils actuels, les outils que l'on a, ceux-là, qui sont pas parfaits, puisque je crois beaucoup à l'interaction directe. Moi, mon but, c'était de venir dans les régions et de faire des réunions pour essayer de parler des problématiques et d'essayer de créer un élan global de la biologie. On n'en est pas là, on en est loin. En tous les cas, si on peut profiter d'essayer de discuter. Alors, le sondage, je vous rappelle l'idée du sondage qui va être lancé, ça va être un élément support pour envisager, justement, on parle de diagnostic et de prospective. Donc, je veux qu'on rentre dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un état dégueu. Hein, je veux qu'on soit au-delà de ça, dans une analyse et des propositions. Donc, c'est un début. Je compte sur vous aussi pour participer, pour échanger. En tous les cas, il faut que ce soit porteur de projet. Voilà. Et je vous remercie. Je repasse la parole à Adrien, qui va éteindre la lumière. Voilà, merci à tous et puis à une prochaine. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas été conviés faute d'absence de mail dans notre base de données, à mettre à jour votre identifiant directement sur le site de l'ordre en y ajoutant votre mail. Comme ça, vous pourrez participer et être informé dans la boucle comme tous les autres confrères. Merci encore. Bonne fin de journée, bon week-end et prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.